Le premier missile est tombé à 23h47. Je le sais parce que je regardais ma montre en me demandant si j'allais enfin rentrer chez moi ce soir-là. J'étais encore à mon bureau à l'ambassade de France. Dossier empilé, rapport à terminer. Dubaï ne dort jamais, et nous non plus. Je m'appelle Laurent. Je travaille pour le ministère des Affaires étrangères depuis 18 ans. 42 ans, marié, 2 enfants qui dorment en France pendant que moi, je gère les relations diplomatiques dans le Golfe. Rien ne m'avait préparé à cette nuit. Cette journée du 28 février 2026 avait été comme toutes les autres. Réunion, téléconférence avec Paris, quelques rendez-vous avec des hommes d'affaires français installés aux Émirats. L'opération Epic Fury dont parlaient les journaux nous semblait lointaine. Une affaire militaire, des tensions géopolitiques habituelles. Nous, à l'ambassade, on gérait le quotidien. Visa, certificats, problèmes consulaires. La guerre, c'était ailleurs, toujours ailleurs. J'étais en train de relire un rapport sur les investissements français dans les énergies renouvelables quand le premier son m'a glacé le sang. Un sifflement aigu, comme un avion qui passe trop bas. Mais ce n'était pas un avion. Ce bruit-là, je ne l'avais jamais entendu. Il venait d'en haut, il grossissait, il se rapprochait. Je me suis levé de ma chaise. Par la fenêtre de mon bureau au 5e étage, je voyais Dubaï scintiller comme toujours. Le Burj Khalifa illuminé, les tours de Sheikh Zayed Road qui brillaient dans la nuit. Tout était normal, tout était calme. Puis le sol a tremblé. Pas comme un tremblement de terre, comme si quelque chose d'énorme venait de s'écraser quelque part. Les vitres de mon bureau ont vibré. Mon café s'est renversé sur les documents. L'alarme incendie du bâtiment a commencé à hurler. Je ne comprenais pas. Dubaï, c'est l'un des endroits les plus sûrs au monde. On ne bombarde pas Dubaï. On ne lance pas de missiles sur des centres financiers internationaux. C'était impensable. C'était impossible. Mon téléphone portable s'est mis à sonner. Sarah, ma femme, depuis Marseille. Il était déjà plus de 2 heures du matin en France. Elle n'appelle jamais à cette heure sauf urgence. Laurent ? Laurent, tu vas bien ? Oui, pourquoi ? Les infos. Il y a des explosions à Dubaï. Je l'ai regardé fixement à travers l'écran. Des explosions à Dubaï. Elle était devant la télévision. Elle voyait les images en direct. Moi, j'étais là. Et je ne savais rien. Attends, Sarah. Je regarde. J'ai ouvert mon ordinateur, les sites d'information. Rien encore. Trop tôt. Puis Twitter, les réseaux sociaux. Les premières vidéos commençaient à apparaître. Des flashs dans le ciel nocturne de Dubaï. Des traînées lumineuses. Des explosions au loin. C'est là que j'ai réalisé. Ce bruit que j'avais entendu, cette vibration, c'était un missile balistique. L'Iran venait de bombarder Dubaï. Ma secrétaire, Fatima, a fait irruption dans mon bureau sans frapper. Elle était en panique, les yeux écarquillés. « Monsieur Laurent, l'ambassadeur veut vous voir immédiatement. Il y a une réunion de crise dans 5 minutes. » Je me suis précipité vers le bureau de l'ambassadeur. Dans les couloirs, c'était l'effervescence. Les téléphones sonnaient partout. Les agents de sécurité couraient. Quelqu'un parlait fort en arabe au téléphone. Quelqu'un d'autre pleurait. L'ambassadeur, M. Dubois, avait le visage grave. Autour de la table, toute l'équipe dirigeante. Le conseiller militaire, le chef de chancellerie, la responsable consulaire. Des visages tendus, incrédules. L'Iran a lancé des missiles balistiques sur Dubaï en représailles à l'opération Epic Fury. Au moins 3 impacts confirmés près du Burj Khalifa. Dégâts sur des bâtiments commerciaux, plusieurs incendies. L'aéroport est fermé. Je n'arrivais pas à y croire. L'Iran bombardait Dubaï. Dubaï, cette ville symbole de paix, de commerce international, de neutralité. Dubaï, où des Iraniens, des Israéliens, des Américains, des Européens travaillent côte à côte tous les jours. Dubaï, qui ne se mêle jamais des conflits, qui ne prend jamais parti. Combien de victimes ? J'ai demandé. On ne sait pas encore. Les services d'urgence sont débordés. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins 1 mort à Abu Dhabi. Des éclats d'obus. 1 mort. Une personne qui se levait ce matin sans savoir que sa vie finirait ce soir, à cause d'un conflit qui ne la concernait pas. L'ambassadeur a continué. Paris nous demande d'évaluer la situation. Combien de ressortissants français à Dubaï ? Combien dans les zones touchées ? Il faut qu'on prépare un plan d'évacuation si nécessaire. Un plan d'évacuation. Évacuer Dubaï. Ces mots n'avaient jamais été prononcés dans cette salle. Dubaï. C'était notre poste le plus stable, le plus prévisible. Dubaï, c'était là où on envoyait les diplomates en fin de carrière pour qu'ils terminent tranquillement. Dubaï, c'était le contraire de Kaboul, de Beyrouth,
de tous ces endroits dangereux où on s'attend à ce genre de choses. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages WhatsApp de collègues, d'amis français qui habitent à Dubaï, de mes parents qui avaient vu les infos. Tu vas bien? Tu es en sécurité? Il faut que tu rentres. Rentrer, comme si c'était si simple. Comme si on pouvait juste prendre l'avion et partir. L'aéroport était fermé. 23 000 vols annulés dans le monde entier. Les compagnies d'assurance internationales étaient en panique. Dubaï, cette ville qui se voulait invulnérable, venait de découvrir qu'elle ne l'était pas. Vers 1 heure du matin, les premières images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des vidéos prises par des habitants depuis leur balcon. On voyait les traînées des missiles dans le ciel, comme des étoiles filantes mortelles. On entendait les explosions, les sirènes, les cris. Des buildings en feu près du centre financier. Pas le Burj Khalifa, heureusement. Il était intact, toujours illuminé. Mais autour de lui, c'était le chaos. J'ai appelé ma fille, Emma, 14 ans. Elle était réveillée. Elle regardait les infos avec sa mère. « Papa, tu vas mourir ?» Cette question d'enfant, directe, terrifiante. Comment répondre à ça? Comment dire à sa fille de 14 ans que son père se trouve dans une ville qui vient d'être bombardée et qu'il ne sait pas ce qui va se passer? Non, ma chérie, papa va bien. Je suis dans un bâtiment sûr. Il ne va rien m'arriver. Mais je mentais. Je n'en savais rien. Personne ne savait rien. Est-ce que d'autres missiles allaient tomber? Est-ce que l'Iran avait d'autres cibles? Est-ce que Dubaï était devenu une zone de guerre? À 2 heures du matin, nouvelle réunion de crise. Le conseiller militaire avait plus d'informations. 3 missiles ont touché des zones commerciales près du Burj Khalifa. Dégâts matériels importants, plusieurs immeubles de bureaux endommagés. Les pompiers maîtrisent les incendies. Pas de frappe sur des zones résidentielles ou des infrastructures critiques. Ça ressemble à un message plus qu'à une tentative de destruction massive. Un message. L'Iran envoyait un message. Au prix de la vie d'un innocent à Abu Dhabi. Au prix de la terreur de millions de personnes qui vivent ici. L'ambassadeur a pris sa décision. On recommande l'évacuation immédiate de tous les ressortissants français non essentiels. Les familles, les touristes, les hommes d'affaires. Qu'ils partent dès que l'aéroport rouvre. Le personnel diplomatique essentiel reste, mais on réduit au minimum. Évacuation. Le mot résonnait dans ma tête. Évacuer Dubaï. Comment on évacue une ville de 3 millions d'habitants? Comment on évacue le centre financier du Moyen-Orient? Mon téléphone a sonné. Un ami, Pierre, qui travaille pour Total. Il habitait dans un appartement avec vue sur le Burj Khalifa. « Laurent, je peux voir les dégâts depuis chez moi. Il y a 3 immeubles en feu. Les pompiers sont partout. C'est irréel. Je filme tout, je t'envoie ça. » Les vidéos sont arrivées sur mon WhatsApp quelques minutes plus tard. Des flammes oranges qui sortaient des fenêtres de tours de bureau. Des débris dans les rues. Des voitures de police partout. Mais pas de panique dans les rues. Les gens étaient choqués, pas hystériques. Dubaï savait gérer les crises. Vers 3 heures du matin, l'information est tombée. L'Iran présentait ses excuses publiques. Ses excuses. Comme si on s'excusait d'avoir renversé du café sur quelqu'un. Ils avaient bombardé une ville internationale, tué une personne, terrorisé des millions d'habitants, paralysé l'économie mondiale, et ils s'excusaient. Le communiqué parlait de dommages collatéraux regrettables et de réponses proportionnées à l'agression subie. Proportionnées. Bombarder des immeubles de bureaux, c'était proportionné. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis resté à mon bureau toute la nuit, à répondre aux messages, à coordonner avec Paris, à rassurer les Français qui m'appelaient. Beaucoup voulaient partir immédiatement. D'autres, installés depuis des années, ne savaient pas quoi faire. Leurs entreprises étaient ici. Leurs enfants allaient à l'école ici. Leur vie était ici. Marie, une amie prof au lycée français, m'a appelé à 4 heures du matin. « Laurent, qu'est-ce qu'on fait? Les parents sont en panique. Est-ce qu'on rouvre l'école demain? Est-ce que c'est fini ou ça va recommencer? » Est-ce que c'était fini? Est-ce que ça allait recommencer? Personne ne le savait. L'Iran avait envoyé son message, mais qui nous disait qu'il n'avait pas d'autre message à envoyer? Au lever du soleil, j'ai regardé par la fenêtre. Dubaï était toujours là. Le Burj Khalifa était intact, majestueux dans la lumière dorée du matin. Mais 3 colonnes de fumée montaient encore vers le ciel, 3 cicatrices dans le paysage parfait de cette ville qui se croyait intouchable. L'aéroport a rouvert vers 8 heures du matin, mais avec des restrictions. Seulement les vols d'évacuation et les urgences humanitaires. Les compagnies aériennes refusaient de voler vers Dubaï tant que la situation n'était pas clarifiée. 23 000 vols annulés dans le monde entier. L'économie mondiale perdait des milliards d'euros par heure. J'ai reçu un message de mon fils, Thomas, 17 ans. « Papa, rentre à la maison, s'il te plaît. » Rentrer à la maison. Abandonner mon poste, laisser mes collègues, fuir comme un lâche.
ou rester et risquer ma vie pour un travail, pour une mission diplomatique qui soudain me paraissait dérisoire face aux missiles. La journée du 1er mars a été surréaliste. Dubaï essayait de fonctionner normalement. Les magasins ouvraient, les restaurants servaient, les taxis circulaient. Mais il y avait cette tension dans l'air, cette peur sourde que ça recommence. Les gens regardaient le ciel différemment. Chaque avion qui passait faisait sursauter. Les assureurs internationaux étaient en panique totale. Dubaï, c'était le coffre-fort du Moyen-Orient. Si Dubaï n'était plus sûr, où est-ce qu'on mettait l'argent? Où est-ce qu'on installait les sièges sociaux? L'économie des Émirats risquait de s'effondrer. Mon collègue du consulat, Julien, m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu sais, Laurent, on croyait qu'on était diplomate dans un endroit sûr. On croyait qu'on gérait juste de la paperasse et des relations commerciales. On vient de découvrir qu'on est en première ligne d'un conflit mondial. En première ligne. Nous, les diplomates de Dubaï, nous étions devenus des diplomates de guerre sans le savoir. Le soir du 1er mars, nouvelle réunion. L'ambassadeur était fatigué, vieilli de 10 ans en 24 heures. Paris maintient ses recommandations d'évacuation. La situation reste imprévisible. L'Iran a présenté ses excuses, mais qui nous dit qu'ils ne vont pas récidiver? Personne ne nous le disait. Et c'était ça le plus terrifiant, l'incertitude. Ne pas savoir si demain on se réveillerait sous les missiles ou sous le soleil normal de Dubaï. Je pense à cette personne morte à Abu Dhabi. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas qui c'était. Peut-être un expatrié comme moi, peut-être un local, peut-être quelqu'un qui travaillait dur pour nourrir sa famille, qui avait des projets, des rêves. Mort par des éclats d'obus dans une guerre qui n'était pas la sienne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Je suis resté à mon bureau, à regarder les tours illuminées de Dubaï par ma fenêtre. Je me demandais si c'était la dernière fois que je voyais ce paysage en paix. Ma femme m'a appelé vers minuit. « Laurent, j'ai ton billet d'avion. Vol Air France demain soir. Tu rentres. »« Sarah, je ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas mourir non plus. Tes enfants ont besoin de leur père vivant. » Vivant. Ce mot résonnait étrangement. 48 heures plus tôt, être vivant à Dubaï, c'était évident. Maintenant, c'était un miracle quotidien. Je regarde ma mallette diplomatique posée à côté de mon bureau. Dedans, tous mes documents officiels, ma mission, ma fonction. Je suis Laurent Martins, premier conseiller à l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis. Hier encore, c'était ma fierté. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Il est 3 heures du matin. Dans 15 heures, l'avion pour Paris décolle. Si l'aéroport reste ouvert, si aucun missile ne tombe d'ici là, si l'Iran n'a pas d'autre message à envoyer, je ne sais pas si je partirai. Je ne sais pas si je dois partir. Tout ce que je sais, c'est qu'en une nuit, ma vie a basculé. Dubaï a basculé. Le monde a basculé. Il va faire jour dans quelques heures. Les premiers rayons du soleil vont illuminer les tours de cette ville blessée. Et moi, je serai encore là, dans mon bureau de l'ambassade, à me demander si c'est le dernier lever de soleil que je vois à Dubaï. Demain, ils disent que ça pourrait empirer. Je ne sais pas si j'enregistrerai un autre témoignage comme celui-ci. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit du 28 février 2026, l'Iran a bombardé Dubaï. Et moi, diplomate français, civil pris au piège, j'étais là. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et je n'oublierai jamais.